comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis responsable du volet production, je vais dire, au Jardin du Monde. Et je continue après. Comme au Jardin du Monde, il y a volet santé, il y a volet environnemental et ce qui est responsable aussi du jardin, et aussi volet santé et santé nutritionnelle. Et là, donc, je suis dans le volet production avec Jardin du Monde. Bon, le volet production au Jardin du Monde, donc, c'est fait comme une... Parce qu'ici, on parle de plantes. Si on connaît comment planter un litchi, donc, on fait par greffage. Donc, le greffage se fait dans un tige. Je fais simple schéma simple, comme ça, donc on comprend tous. Dans un tige, on prépare le greffage du litchi et on coupe les tiges qu'on appelle greffons et on plante dans un autre pied. Donc, la nouvelle pied, donc, on appelle plante mâle. Ce qui est là aujourd'hui avec la plante couleur. Avec projet couleur. Voilà. Voilà, la ferme aux mille couleurs. Ouais. Donc, Plante-Mag, comme je disais tout à l'heure, on est pour les productions du Jardin du Monde. C'est-à-dire, dans les productions, nous avons fait des plantations, des produits, on fait des plantes plutôt. Production du plante comme Rungana, du Kalankoé par exemple. Comme disait Joël tout à l'heure, c'est une activité génératrice des membres partenaires, là où il y a nos partenaires, c'est-à-dire Amadiumbe, Marovat et Habitat Geoffreyville. Donc, pour ne pas dire beaucoup de choses, parce que je vois mon ami là, il est déjà prêt. Donc, on est complémentaires, donc je passe à Flo la parole. Merci à vous. Donc, merci Dani de m'avoir passé la parole. Donc, moi, je m'appelle Florian, donc je m'occupe de la ferme aux 1000 couleurs, c'est moi qui la mets en place. Ici à Diego, après l'avoir déjà fait pendant près de 4 ans vers Antirabet. Donc on va se lancer tout de suite dans le fond du problème. Donc, je vous présente la ferme aux 1000 couleurs, donc, que je développe comme étant une vitrine en agroécologie à Geoffreyville. Donc ça c'est une partie de nos parcelles à Geoffreyville, c'est à peu près un 5e, un 6e de nos parcelles. Ça c'était il y a 2 mois, ça a bien changé depuis. Donc comment va se dérouler la séance? En 2 parties. Il y a une partie, ce sera 100% moi, donc avec une introduction à l'agroécologie et sur la problématique de l'agriculture, notamment à Madagascar, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Après, je vais parler des techniques que j'ai mises en place, qui sont très différentes de ce qui se fait à l'échelle du pays. C'est, je pense, assez novateur sur un certain nombre de points. Et enfin, je vais vous parler de quelque chose qui m'est très cher à moi, c'est la sélection des semences. Parce qu'à Madagascar, on achète des semences, mais on ne les produit pas tant que ça, et surtout on ne les sélectionne pas vraiment comme il faudrait. Voilà. Et enfin, la deuxième partie, ce sera surtout en fonction de vous, ce sera un débat, donc on attend vos questions, vos critiques, si elles sont constructives bien sûr. Il faut que ce soit constructif. Voilà. Alors, quel est le problème du monde agricole en ce moment, un petit peu partout dans le monde, et aussi à Madagascar? Donc ça, c'est les différents points que je vais détailler après. Donc une des principales difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il y a une baisse un peu générale des rendements de par le monde. L'Union Matanzaka, dont je parlais avec le président, elle l'a bien remarqué, en tout cas dans la région de Diana, c'est qu'un peu partout, les rendements sont en baisse. On verra après pourquoi. Un autre problème, c'est que l'agriculture en ce moment utilise énormément de NPK, l'engrais chimique. Et dans le NPK, il y a quoi? Il y a le P. Le P, c'est le phosphore.
Il faut savoir que le phosphore, d'ici peu, il n'y en aura plus. Il va falloir se débrouiller sans. Et pour le moment, on ne sait pas vraiment faire sans. Un autre souci qu'on rencontre là absolument partout dans le monde, et à Madagascar c'est particulièrement vrai, c'est qu'il y a une érosion complètement incroyable de la biodiversité. Tout part à volo et on est en train de faire disparaître des centaines de milliers d'espèces un petit peu partout. Et l'agriculture fait partie des maux de cette érosion de biodiversité. Enfin, non pas enfin, en avant-dernier, un des soucis, c'est que dans l'agriculture conventionnelle, on utilise énormément de produits chimiques. Et souvent, c'est des produits qui sont toxiques. Et quand on asperge nos tomates et quand on voit les paysans qui aspergent leurs tomates de pesticides avec des tenues de combinaison presque spatiales, et qu'après qu'on se dit qu'on mange ce qu'eux aspergent, moi ça me plaît moyennement. Donc on va essayer de voir comment faire pour se passer des produits toxiques. Et enfin, quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte, mais c'est que les fruits qui sont issus de l'agriculture conventionnelle ont une énorme baisse qualitative au niveau nutritionnel. Par exemple, les tomates ou les pommes, à notre époque maintenant, il nous en faudrait une dizaine, voire une cinquantaine pour récupérer la qualité nutritive qu'on avait il y a une cinquantaine d'années. Donc on mange beaucoup d'eau, on le verra après. Donc voilà, en premier point, je vais vous parler de la baisse des rendements. Alors à quoi cette baisse de rendement elle est due dans l'agriculture conventionnelle? Elle est principalement liée à une mort du sol, à une mort biologique du sol. C'est-à-dire que quand on cultive de manière conventionnelle, on va le plus souvent mettre pas mal d'engrais chimiques pour améliorer nos rendements. Le souci, c'est que ces engrais chimiques sont des sels qui vont saliniser les sols et qui vont participer à tuer la microflore et la microfaune de ce sol. Cette microflore, elle est principalement constituée de bactéries et de champignons, et ces éléments-là sont extrêmement importants pour la dégradation des éléments biologiques du sol. C'est-à-dire que par exemple dans une forêt, toutes les feuilles qui sont produites par les arbres qui vont tomber sur le sol, elles vont se faire dégrader. Et elles se font dégrader par qui? Par les bactéries, par les petits insectes et par les champignons. Et cette dégradation va en fait va servir d'engrais. C'est là que justement qu'il y a la création de l'humus, donc c'est un compost naturel. Et si on enlève cette flore et cette faune du sol, il n'y a plus ce mécanisme qui se met en place. Donc on se retrouve avec un sol un peu mort, et donc là effectivement il faut l'amender manuellement avec des produits chimiques. Et si on s'en passe, on peut mettre au point un humus et donc un compost, un terreau fertile. Ensuite, un gros souci, à mon avis, c'est la surutilisation des pesticides qui vont tuer toute la faune qu'on peut trouver dans les parcelles. Alors, certes, ça va tuer les petites bêtes qui sont méchantes, qui vont ravager les cultures, mais ça va aussi tuer toutes les bonnes, celles qui nous aident et celles qu'on oublie totalement à chaque fois. Je pense notamment par exemple aux abeilles qui vont polliniser. Je pense aux menthes religieuses, les Famakilour, qui elles sont des énormes carnivores et qui vont justement se nourrir des insectes ravageurs. On va tuer aussi les araignées qui sont des énormes prédateurs. Bref, on va tuer en fait une partie de nos alliés qu'on ne voit pas, mais on va aussi, qui vont soit nous aider pour les pollinisations, soit qui vont aider à réguler naturellement les ravageurs dans l'agriculture. Et cette surutilisation de pesticides, qui est non spécifique, va en fait créer une résistance chez les insectes. Ça, le président de l'Union Matanzaga l'avait cité lors d'une de ses interventions, c'est qu'on voyait qu'avec l'utilisation des pesticides, finalement, on n'arrivait plus à éradiquer tous les ravageurs. Il y en avait toujours une partie qui survivait. Cette partie qui survit, elle va se multiplier, donc elle va engendrer que des ravageurs qui sont déjà plus ou moins résistants à ces pesticides. Et petit à petit, en fait, on sursélectionne des ravageurs qui sont de plus en plus résistants face aux pesticides qui finalement deviennent inutiles, mais restent toxiques pour notre santé et pour les sols.
Tout à l'heure, je vous parlais du phosphore. Alors le phosphore, c'est le P dans le NPK, qui est très utilisé. Le phosphore, c'est un des éléments les plus indispensables à la vie des plantes, tout comme la nôtre, pour l'énergie cellulaire et notamment pour une molécule qu'on appelle l'ATP. C'est en gros notre usine à énergie. Et sans ce phosphore, cette usine à énergie ne peut pas fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mort de tout l'individu. Voilà. C'est un des éléments qui participe notamment beaucoup à l'élaboration des racines. Donc c'est par exemple très utile pour les carottes, pour les tubercules de pommes de terre, etc., pour un grand nombre de cultures, donc surtout pour les cultures de racines tubercules. Cependant, le gros souci du phosphore, c'est que c'est un élément que l'on ne trouve qu'à certains endroits dans le monde. Le Maroc, à lui tout seul, concentre près de 80% du phosphore disponible au monde. Et ces 80% dans le monde, dans 40 ans, c'est épuisé, il n'y en a plus. Donc, et ce phosphore, en fait, on ne le retrouve pas naturellement dans le sol. C'est-à-dire que quand il sera plus là, il n'y en aura plus. Enfin, quand il n'y en aura plus dans les mines et qu'on aura fini les mines, on va arriver à une grande crise de phosphore parce qu'il n'y en aura plus de disponible. Et ça, on va faire comment? Parce que tout le monde utilise le NPK, et quand il n'y en aura plus, on ne saura pas comment faire. Je vais vous donner une solution par la suite. Là, il n'y a rien d'écrit, mais je trouve que l'image parle d'elle-même. Tout à l'heure, je vous parlais de l'érosion de la biodiversité avec l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? C'est qu'en fait, tout en haut, dans un système qui est très diversifié, avec des vives, avec des arbres, etc., on va retrouver un très grand nombre d'animaux. Soit des petits animaux, des insectes, donc soit les insectes néfastes, soit les insectes qui sont des auxiliaires de culture, donc qui vont aider le paysan à réguler les ravageurs. Mais on va retrouver aussi tous les grands animaux, c'est-à-dire qu'on va retrouver les serpents, on va retrouver les lézards, on va retrouver des grands carnivores, etc. Dans un système qui est de moins en moins diversifié au niveau des cultures, on va se retrouver avec de moins en moins d'animaux. Et petit à petit, en fait, tous les animaux auxiliaires qui nous aident, nous en tant qu'agriculteurs, ils vont disparaître. Ils ne vont rester plus que les ravageurs qui se nourrissent des plantes qu'on cultive. Parce que les autres qui se nourrissaient d'autre chose ne peuvent plus se nourrir vu qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. On se retrouve avec des systèmes complètement homogènes et donc avec un très très grand nombre de ravageurs, mais plus aucune petite bête qui nous aide. Alors, je vous parlais aussi du souci niveau santé, que moi ça me choquait, en tout cas quand j'étais dans les environs de Sirabeille, de voir que de temps en temps les agriculteurs allaient dans leurs champs avec des énormes combinaisons et qu'ils aspergeaient tous leurs produits avec des masques et tout pour se protéger. Et je me disais, mais est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, ces produits chimiques qu'on asperge partout, ils se retrouvent sur nos plantes, sur nos fruits, et qu'après c'est eux qu'on mange? Bon, je pense qu'il y a quand même une bonne corrélation entre toutes ces cochonneries qu'on ingère tous les jours et et la progression du tout un tas de cancers qu'on retrouve de plus en plus maintenant. Un souci sur les produits de synthèse qu'on retrouve un peu à vendre partout à Madagascar, c'est que, en tout cas moi pour avoir parlé avec certains vendeurs, c'est que ces vendeurs ils avaient eu des formations, oui ils ont eu des formations, mais ils ont eu des formations il y a 10 ans, il y a 15 ans, sur les produits qu'ils vendaient. Entre temps les produits ils ont changé. Ils ont changé soit de molécules, soit de dosage. Et eux, ils ne sont pas forcément au courant. En plus, les explications, le plus souvent, elles sont écrites en français, voire des fois même pas en chinois, en arabe, enfin dans des langues que personne ne comprend. Donc en fait, personne ne peut les lire. Et quand elles sont en français, dans le monde agricole, malheureusement, le plus souvent, les paysans ne savent pas lire le français. Donc ils ne peuvent pas lire les recommandations, ils ne savent pas lire les dosages qu'il faudrait mettre. De plus, ces vendeurs, leur but, c'est de vendre. Donc si par exemple sur le paquet, il y a marqué de mettre un bouchon de Bioman, donc ça c'est l'engrais, ça marche pas. Bon, mais un bouchon de pesticide dans 10 litres d'eau, ils vont dire oh mettez-en 2. Comme ça il pourra vendre 2 fois plus vite son produit. Et le paysan, lui, il a peur que ça marche pas suffisamment, parce qu'il voit ces cultures qui sont complètement ravagées par les pucerons ou des ravageurs, il va se dire oh là là, il m'a dit d'en mettre 2, j'ai peur que ça marche pas, on va en mettre 3 ou 4. Et finalement on se retrouve avec un surdosage complètement hallucinant,
et c'est pas bon du tout. Et donc finalement, oui, ce surélevage, bon, tout à l'heure j'en ai parlé, on va induire des résistances chez les ravageurs, et donc en fait on va se retrouver avec l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de réguler les ravageurs, on va sélectionner les plus résistants et on va se retrouver avec des bêtes qui sont complètement impossibles à éliminer. Donc ça c'est grave. Je vous parlais aussi de la baisse qualitative, nutritive des fruits qui arrivent sur le marché. Effectivement, avec du NPK, ça j'ai bien pu le voir, les récoltes sont a priori plus belles. On a des fruits qui sont plus gros et tout, c'est plus vendeur. En bio, les fruits, le plus souvent, sont plus petits. Pourquoi? Parce qu'en fait, le NPK et les engrais chimiques, c'est principalement des sels. Et la plante, elle, au niveau biologique, elle va chercher à contrecarrer ce trop plein de sel en se gorgeant d'eau. Donc en fait, quand vous avez des fruits qui sont très gros, très beaux, c'est des fruits qui sont pleins d'eau. Et vu qu'ils sont pleins d'eau, toutes les vitamines sont diluées, tous les sels minéraux sont dilués, tout est dilué. Et c'est pour ça qu'on se rend compte, pour le moment, je n'ai aucune donnée à Madagascar, mais en tout cas en France et dans les pays européens, l'exemple le plus choquant, c'est les pommes. Pour retrouver la quantité de vitamines, de sels minéraux qu'il y avait dans une pomme il y a 50 ans, il faudrait maintenant manger 50 pommes. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, on mange des fruits qui n'ont rien. Il n'y a plus rien dans les fruits et légumes qu'on mange, à cause de l'utilisation des engrais chimiques, qui font vraiment baisser la qualité nutritionnelle des fruits. Et après, juste pour nous, un fruit qui est plein d'eau, il n'a pas de goût. Je ne sais pas si vous avez tous mangé les tomates d'ici ou de partout, elles n'ont absolument aucun goût. Moi, mes tomates, elles sont délicieuses, elles sont sucrées, c'est des véritables bonbons. Elles ont un goût, c'est vraiment délicieux. Donc, pour tout le monde, pour le goût et pour la qualité nutritionnelle, le chimique, c'est pas bon. Alors, quelle a été notre réponse à tout ça? Pour moi, elle était simple. Les engrais chimiques, c'était pas bon, donc on n'en met pas. Les pesticides, c'est pas bon, et on n'en met pas. Et pour contrecarrer tout ça, j'ai mis en place différentes techniques. Donc c'est la diversification des cultures. Là, sur 1500 m², j'ai à peu près 112 variétés de plantes. C'est énorme. Alors que nous, ici, des fois, sur 1000 m², on a 1, 2, 3 au maximum. Moi, j'en ai 112. En fait, ça change énormément de choses. Et en plus, là, au début, la première étape, les parcelles étaient recouvertes d'une herbe assez ignoble. Il y avait plus d'une centaine de racines, plus d'une centaine de rhizomes au mètre carré. On a dû tout casser, on a dû travailler le sol pour enlever toutes les racines. Mais à terme, mon but, c'est de n'absolument plus travailler le sol. Et ça marche très bien. Et ça marchera très bien. Donc voilà, pour moi, en fait, la définition de l'agroécologie, c'est ça. Pas d'utilisation de pesticides, pas d'utilisation d'engrais chimiques, ne pas travailler son sol et cultiver une très grosse diversité de fruits et légumes sur un petit espace. Et je vous assure que c'est faisable, c'est possible et c'est surtout super efficace. Nous, là, ça fait 3 mois qu'on a commencé à cultiver. Je vous donne ma parole, aucune de nos plantes qui est ravagée. Un petit peu les braines, mais on en parlera tout à l'heure. Mais à part ça, nos tomates sont merveilleuses, nos carottes, tout est super, tout est merveilleux. Alors, maintenant je vais vous parler de ce qui est, je pense, le plus intéressant, c'est les techniques qu'on a mises en place, nous, à Diego, à Geoffreville, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 4 ans d'essais et de recherche de développement que j'ai fait à Antsirabe avant. Ça a très très bien marché là-bas. Maintenant, on refait la même chose ici. Moi, de formation, je ne suis pas du tout agronome. Je suis botaniste et écologue tropical. Donc en fait, mes champs et mes parcelles cultivées, je ne les réfléchis pas du tout d'un point de vue agronome, mais d'un point de vue quasi strictement d'un point de vue écologue. On verra ça dans le développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
un grand mélange de cultures différentes. Là, par exemple, sur la photo qu'il y a derrière, on voit que tout à droite, il y a des radis noirs avec coutimil, c'est de la coriandre. Après, on a des tomates et du lin. Après, on a des rampes carottes avec des breads rouges. Voilà. Après, on a des rodaves, des pâtissons. Et en fait, ce ne sont que des successions comme ça pour faire vraiment un mélange de cultures qui va, je vais après dans le développement, qui va aider à repousser les insectes et à faire que tout pousse bien sans pesticides. Le deuxième point, c'est de ne pas utiliser d'engrais chimiques, donc que de l'engrais bio. Le troisième point, donc j'en ai parlé un petit peu avec le mélange des cultures, ça va être d'attirer les bons insectes et de repousser les mauvais. Donc c'est le mécanisme de push-pull. S'il y a des gens qui se connaissent un petit peu en agro, c'est à peu près de quoi je vais parler. Après, c'est de toujours couvrir le sol, ne jamais le laisser à nu. Un sol nu, c'est un sol mort. Il faut toujours le recouvrir avec de la matière végétale et ou organique pour qu'il continue à vivre et se construire. Et toujours protéger le sol. Donc le mélange des cultures. Pourquoi mélanger des cultures sur une même parcelle? Les insectes, le plus souvent, ils vont être attirés par soit les odeurs, soit les couleurs des plantes. Pour les odeurs, c'est très simple. Par exemple, on peut voir le chou, ça a une odeur très soufrée. On peut remarquer que quasiment toute la famille des choux va toujours être ravagée par les Prutella, les petites chenilles vertes qui causent de très très gros dégâts à cause de l'odeur du chou justement qui souffrait. Les carottes, pareil, ça a beaucoup d'odeur. Les tomates, pareil, quand on les froisse, ça a beaucoup d'odeur. Les insectes sont très très sensibles à ces odeurs, bien que nous ne soyons pas trop. Et en fait, quand on va mélanger des espèces différentes, par exemple là, les breads et les carottes, et l'odeur des carottes va camoufler l'odeur des breads. Donc les Prutella qui devraient venir ravager les breads, en fait, ils ne sentent plus les breads à cause de l'odeur des carottes. On a d'autres ravageurs de la carotte, par exemple la mouche de la carotte, qui, elles, ne vont plus venir sur les carottes parce que justement l'odeur soufrée des breads va camoufler l'odeur des carottes. Et donc en fait, ça ne marche pas à 100%, bien évidemment, mais en tout cas, ça évite une énorme quantité d'insectes de venir ravager les cultures, et donc on va se retrouver avec des parcelles qui sont plus saines. Le deuxième grand avantage du mélange des cultures, c'est de mettre ensemble des plantes qui vont bien, qui s'entendent bien. C'est-à-dire que par exemple, le fenouil ici n'est pas très développé, mais de ne pas mélanger par exemple que des légumes racines ou des légumes tubercules. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter et des carottes, et des radis, et des pommes de terre, et des navets ensemble. Parce que ça va toujours utiliser plus ou moins les mêmes éléments du sol. Pareillement, on ne va pas mélanger strictement toujours des breads, des salades et des choux. C'est des légumes feuilles, ils vont principalement puiser dans les réserves azotées. Et donc si tout le monde se met à chercher l'azote dans le sol, on va se retrouver avec des carences d'azote. Donc il faut vraiment en fait mélanger les différents types de cultures. Par exemple, on va mélanger, comme ici, un légume racine avec un légume feuille. Ou on pourra mélanger un légume feuille avec un légume fruit, un légume fruit avec un légume racine. Voilà, il faut toujours mélanger en fonction de la production recherchée de la culture et des attractions et répulsions des insectes. Au niveau mélange des cultures aussi, par exemple, on pourra mettre, souvent ce que j'utilise dans les tomates, c'est de mettre du basilic. Je pense que beaucoup de monde ici connaît le basilic, car en Syrah, personne ne connaît. Le basilic, ça a une odeur très très forte et quasiment aucun insecte en fait n'aime cette odeur. C'est d'ailleurs pour ça que le basilic fait cette odeur, c'est pour se protéger. Et donc en fait, quand on va le mélanger avec les tomates, eh bien, il y a beaucoup moins de ravageurs chez les tomates parce que le basilic va repousser les ravageurs de la tomate. Alors après, le gros souci chez les agriculteurs, c'est si on n'utilise pas d'engrais chimiques, comment faire? Bon, les deux premières solutions, je pense que tout le monde les connaît, hein, le fumier, qui est quand même un engrais très très riche, et si on a des animaux qu'on peut produire en très grande quantité. Le souci, c'est que la plupart des personnes n'ont pas forcément accès à des animaux, ça coûte cher, et c'est souvent, ça coûte cher, tout le monde n'en a pas. Donc si on n'en a pas, on peut toujours se reporter sur le compost. Le compost, ça demande quand même pas mal de travail, il faut le mélanger, il faut aller chercher différentes parties de plantes vertes, etc.
il faut avoir un bon ratio entre la quantité de carbone et la quantité d'azote dans le sol pour que ça se décompose bien. Et en plus, la plupart du temps, ça met pas mal de temps justement à se décomposer. Le compost, ça peut mettre 3, 4, 5 mois. Non, l'agriculteur, quand il cultive, il a besoin d'engrais tout de suite. Il ne va pas réfléchir, ah tiens, dans 5 mois, je vais planter ça, il faudrait que je prépare mon compost tout de suite. C'est très difficilement gérable. Donc en fait, moi, je vais vous parler de la troisième solution que je pense que pas grand monde ne connaît ni n'utilise. C'est en fait la production de haies vives. Et en fait de produire son compost directement sur place. Donc là, je pense que vous connaissez cette plante. Certains la connaissent? Oui. Donc cette plante-là, c'est le Tithonia diversifolia. Ici, elle est connue sous le nom de Ducuterrahe. Chez nous, en Sirabé, c'est Tanamasoange ou Timeratan. Bon, cette plante-là, elle est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et tout le monde devrait la connaître. C'est une plante qui est extrêmement riche en azote. Elle est au même niveau que quasiment toutes les plantes en grès vert, c'est-à-dire le sesbania, le tephrosia, le leucocephala. Elle les passe toutes, même au niveau engrais. Au niveau du phosphore, pareil. Elle a des quantités de phosphore très importantes. C'est du 0,4%, mais je vous assure que c'est quand même beaucoup. Et après, au niveau du potassium, c'est là que c'est carrément incroyable. Elle en a 4 à 5 fois plus que tous les engrais verts. Ce compost-là, au niveau des parties vertes, quand on le fauche et qu'on garde toutes les parties vertes, donc même les tiges ou les feuilles, ça se décompose en une semaine seulement. Donc là, il n'y a plus le problème du compost, on doit attendre 4-5 mois pour qu'il se fasse. Non, là, si on a besoin de cultiver dans 2 semaines, on sait que dans 2 semaines, on va cultiver, on va faucher tout de suite le Tithonia. Et on sait que dans une semaine, on a du compost qui est prêt. Ce compost, il est extraordinaire, il est 2 fois plus riche que le taïnomi, que la pousse de vache, que le fumier de vache. 2 fois plus puissant. C'est-à-dire que sur une parcelle, si on a besoin de 10 tonnes, par exemple sur 1 hectare, si on a besoin de 10 tonnes de fumier de vache, avec le Tithonia, on n'en aura besoin que de 5. Et on peut le produire directement sur place en heavy. Donc c'est-à-dire qu'on va quadriller le tour de la parcelle. Et si on a suffisamment de place, on peut même faire des heavy à l'intérieur de la parcelle, ce qui va nous permettre en fait de cultiver directement sur place notre engrais. Et de ne plus avoir à aller le chercher, d'aller le chercher, de transporter l'engrais, ça coûte cher en main-d'œuvre, ça coûte cher en argent, ça occupe du temps. Là, ça coûte plus de temps, ça ne coûte plus d'argent, ça pousse très facilement. On peut faire une récolte à peu près tous les mois, c'est extrêmement productif. Et pour moi, le Tithonia, vraiment, à l'échelle du pays Madagascar, sauf dans les zones désertiques, ça pourrait vraiment énormément améliorer les rendements des cultures. Et surtout, complètement éliminer l'engrais NPK qui coûte cher et qui tue le sol. Le tephrosia, lui, il alimente le sol, il le nourrit. Tout à l'heure, je vous parlais des attractions, répulsions, l'effet push-pull des cultures. Donc là, en bas à gauche, on a une de nos parcelles que je vous avais montré tout à l'heure. Donc moi je cultive en fait sur des bandes de 1,50 m à peu près. Sur 1,50 m, je vais mettre une culture principale. Par exemple, au milieu, la culture principale, c'est la carotte. Au milieu, je vais mettre des braides pour que ça occupe l'espace. Et en même temps, ça va protéger les carottes et les carottes vont protéger les braides. À côté, à droite, c'est des tomates avec du lin et du basilic. Le basilic, on ne le voit pas. Mais le lin, en fait, qu'est-ce qu'il va faire quand il va fleurir? Il va attirer les guêpes qui vont arriver, qui adorent le lin. Le lin, c'est une plante qu'on ne connaît pas trop ici, que je suis en train de développer. En fait, les guêpes vont se jeter sur le lin pour aller polliniser, pour aller manger le nectar. Et les guêpes, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est des carnivores. Les carnivores, elles vont adorer manger les chenilles, elles vont adorer manger les papillons. Qu'est-ce qui dévaste les tomates? La plupart du temps, ce sont les chenilles, à cause des papillons qui vont pondre dessus. Les guêpes, elles vont faire le travail du pesticide. Après, à gauche, j'avais mis des pâtissons, donc c'est des courges. Les courges, elles vont aussi beaucoup attirer les abeilles et les pollinisateurs, dont les guêpes. Les guêpes, toujours pareil. Voilà. Donc en fait, voilà, à droite, sur la photo de droite, on voit des lignes de lin, avec au milieu des lignes de lin du basilic. Là, ça, c'est du basilic citron, ça a une odeur très très forte qui va éloigner les insectes, qui va éloigner les mauvais insectes.
Les lignes de lin vont attirer les bons insectes et enfin au milieu, donc les tomates, la culture principale qui elle sera totalement